Alors, nous avons vu dans les vidéos précédentes la démonstration de la loi de Descartes à partir des lois de l'électromagnétisme. Nous avons aussi introduit la construction de Descartes qui utilise énormément la conservation du vecteur K transverse. Et bien là, nous allons voir une autre méthode, une autre construction géométrique, une autre façon de raisonner qu'est la construction d'Huygens. Huygens, c'est le XVIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il a proposé, Huygens, qui va nous permettre d'imaginer cette construction? Eh bien, il a proposé d'analyser les choses plus, non pas en termes de conservation du vecteur d'onde K et de sa composante transverse, mais d'analyser tout cela en termes de front d'onde. Et l'idée qu'il a eue, c'est de penser que chaque point touché par l'onde se comporte comme une source secondaire émettant une onde sphérique. Donc ça, on avait déjà vu un petit peu ce que représentait une succession d'ondes sphériques. Ça pouvait donner une onde qui était plane. Donc ça, je vous invite à revoir l'une des vidéos où on expliquait un petit peu le lien entre onde sphérique et onde plane. Alors, on a ici une illustration du processus. Donc on a l'onde incidente qui est en violette, et quand elle va toucher notre interface qui sépare nos deux milieux d'indices différents, eh bien, on va avoir des points qui vont réémettre. Donc, dans le milieu d'incidence, on va avoir des ondes sphériques, c'est les ondes sphériques bleues, qui vont être séparées de la longueur d'onde correspondant au milieu d'incidence. Et dans le milieu de transmission, ça va être les ondes sphériques plutôt rouges. Et là, eh bien, l'écart entre chaque onde sphérique est différent parce que le milieu de propagation n'a pas le même indice optique. Donc, quand on superpose un ensemble d'ondes sphériques, eh bien, ça nous donne une onde plane. C'est ce qu'on voit. L'onde réfléchie est une onde plane et l'onde transmise est aussi une onde plane. Et si elles n'ont pas le même angle, c'est parce que les longueurs d'onde, l'écart entre deux fronts d'onde est différent sur les deux milieux. Donc ça, on va revoir plus en détail. Donc je vais répéter cette même vidéo, faite un petit peu différemment. Alors toutes ces vidéos que je vous passe sont issues d'animations faites sous GeoGebra. Donc j'ai mis à chaque fois les liens, on peut les trouver et les reproduire. Donc là, on voit bien cette succession de sources secondaires qui donnent naissance, quand on les additionne, à une onde plane avec des angles différents dans le milieu incident et le milieu transmis. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de raisonner sur les fronts d'onde en pensant à cette petite idée que chaque point touché par l'onde réémet une onde, ce que Fresnel appelait une onde secondaire, qui sera sphérique. Et ça, c'est une idée sous-jacente extrêmement puissante qui va nous être utile également pour expliquer la diffraction. Alors, revenons à nos ondes. Ça, j'essaie ici de schématiser les fronts d'onde. La ligne horizontale, ça correspond au vecteur d'onde. Les fronts d'onde sont bien perpendiculaires au vecteur d'onde. Or ici, je n'ai pas fait attention à l'angle. Dans le premier milieu, eh bien, deux fronts d'onde correspondant à des maxima sont séparés de lambda 0 divisé par Na. Dans le milieu 2, c'est lambda 0 divisé par N2. Et on a une contrainte très forte, c'est que les deux fronts d'onde doivent correspondre. C'est-à-dire qu'au niveau de l'interface, quand on est à un maximum pour l'onde incidente, on doit être aussi à un maximum pour l'onde qui est dans le milieu transmis. Parce qu'on a continuité de l'onde au niveau de cette interface. Donc ça, vous voyez, c'est en jouant sur l'angle qu'on va pouvoir réaliser cette condition de continuité des fronts d'onde. Donc, sur cette animation, on le voit bien, si je change l'angle incident, si je veux maintenir la continuité des fronts d'onde, ça va changer aussi l'angle réfléchi. Là, si on change l'indice, on voit qu'en changeant l'indice, je rapproche les fronts d'onde, et donc ça crée aussi une variation sur le champ. Donc je rejoue la petite animation. On va pouvoir voir l'influence de l'indice incident, de l'angle incident, l'influence de l'indice, et on peut voir que ça fait, pour maintenir vraiment cette continuité
des frondons dans le milieu incident et transmis, eh bien tout est relié et ça bouge simultanément. Donc là, ce qu'on voit bien, hein, si n se rapproche du n incident, eh bien forcément on va avoir des frondons qui vont avoir quasiment le même écart, et donc dans ce cas-là, la déviation va être beaucoup plus faible. Par contre, quand n est très différent, les frondons dans le milieu transmis sont beaucoup plus rapprochés. C'est le cas qu'on a par exemple ici, et donc il va falloir tilter, il va falloir imposer un angle qui va être beaucoup plus prononcé pour réussir à faire coordonner les deux. Alors tout ça, ça va être utile, pas uniquement en optique. Je vous rappelle, les équations qu'on considère, on les retrouve dans beaucoup de milieux de propagation des ondes, et des concepts similaires vont être par exemple utilisés dans le domaine de l'analyse de la réfraction pour des ondes sismiques. Donc on va raisonner sur les fronts d'onde et on va utiliser ce qu'on appelle des géophones, qui sont des petits capteurs et qui vont permettre d'analyser l'onde qui réfléchit et donc ainsi pouvoir déterminer la structure du sol. C'est le genre d'enregistrement que peuvent analyser les géologues, qui leur permet à partir d'algorithmes assez savants de remonter à une connaissance de ce qu'il y a dans le sous-sol. Alors là, c'est toujours la même chose, hein, c'est encore une autre animation qui illustre cette continuité qu'on a entre le milieu incident et puis le milieu transmis, une conservation au niveau de l'interface de l'écart entre les fronts d'onde. On voit ici l'influence si je change l'angle. Et puis, voilà, ici c'est exactement la même animation, c'est juste que j'ai changé l'angle incident, j'ai juste fait une rotation de 90 degrés. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est pour vous montrer cette belle photo qui reprend un petit peu ce phénomène d'une onde qui se propage avec une déformation, un phénomène de réfraction. Et ça, c'est une photo de Bérénice Abbott. Je vous en avais déjà parlé dans l'introduction de ce chapitre. Elle a fait toute une série de photos, notamment au MIT, à la fin des années 50. Donc, très belle photo. Alors, il me reste maintenant qu'on a compris tout ça, à parler vraiment comment on va construire en pratique le rayon transmis, le rayon réfléchi à partir de ces constatations. Donc là, j'ai remis un petit peu le schéma qu'on garde en tête. On raisonne ici non pas sur les vecteurs d'onde, mais sur les fronts d'onde avec une conservation au niveau de l'interface, des points de contact. Donc j'ai déjà parlé l'écart entre les différents fronts d'onde. Dans le milieu 1, c'est la longueur d'onde divisée par N1. Dans le milieu 2, c'est la longueur d'onde dans le vide divisée par N2. On voit que des deux côtés, on a lambda 0, la longueur d'onde dans le vide qui intervient. Donc ça va être un coefficient de proportionnalité. Et dans notre raisonnement, on va pouvoir dire que c'est 1 sur N1 et l'autre 1 sur N2. Et si on représente notre affaire, ici c'est un zoom au niveau de l'interface, eh bien on voit que dans le milieu incident, on a un écart qui est proportionnel à 1 sur N1. Donc les fronts d'onde, si on trace un cercle de diamètre 1 sur N1, eh bien si on trace la tangente à ce cercle, eh bien on va retrouver l'autre front d'onde. Pareil, si on trace le cercle parallèle qui est un rayon de 1 sur N2, si je trace un cercle de rayon 1 sur N2, si je prends sa tangente, je vais retrouver le même point. Et donc on va avoir un point de contact entre les tangentes au cercle de rayon 1 sur N1 et la tangente au cercle de rayon 1 sur N2. Et c'est ça qu'on va utiliser pour faire notre construction géométrique.
Et ça, je vais le détailler dans la vidéo suivante, mais on sent bien qu'on va avoir besoin de ces cercles ou sphères de rayons inversement proportionnels à l'indice. Et ces surfaces, elles ont un nom, c'est ce qu'on appelle la surface des vitesses. Donc elles vont représenter pour une direction donnée la vitesse qui sera subie par l'onde. Je vous rappelle, la vitesse de la lumière, c'est ce sur n. Donc on voit bien que c'est proportionnel à 1 divisé par l'indice. Donc c'est ces quantités, c'est ces surfaces des vitesses qui vont intervenir dans la construction de Fresnel. Et si on considère un milieu isotrope qui est l'hypothèse qu'on fait dans ces premiers chapitres, eh bien la surface des vitesses, ce sera une sphère, car quand on a l'hypothèse isotrope, toutes les directions sont équivalentes. Quelle que soit la direction, on a la même vitesse. Et la surface des vitesses, son rayon sera inversement proportionnel à l'indice. Et comme tous les rayons sont dans un même plan, on se limitera à un cercle de rayons 1 sur n pour notre construction. Donc là, ce qu'on peut voir à ce stade, c'est qu'il y a une différence importante. À première vue, on pourrait se dire, bon, c'est la même chose que Descartes, on va tracer des cercles, on va tracer des perpendiculaires, des tangentes. Non, Descartes, c'est des cercles, certes, mais de rayons proportionnels à l'indice. Ici, ce sera des cercles avec des rayons qui seront inversement proportionnels à l'indice. Pour la construction de Descartes, eh bien, ce seront des tangentes à l'interface qu'on va tracer pour avoir la composante tangentielle du vecteur k. Ici, c'est bien, ce seront des tangentes à la surface des vitesses qu'on va tracer. Donc, de loin, c'est les mêmes ingrédients. Quand on est plus rigoureux, les idées sous-jacentes sont très différentes, et puis la réalisation pratique est aussi différente, mais pour la réalisation pratique de la construction de Fresnel, eh bien, je vais détailler ça maintenant dans 2 autres vidéos.